Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Connaissez-vous le piège de la stratégie de la poule mouillée ? Imaginez deux entreprises qui lancent au même moment, au même prix et auprès des mêmes clients, deux technologies concurrentes mais incompatibles. Alors les premiers clients, ceux qu'on appelle en général les early adopters, ceux qui aiment avoir avant tout le monde les innovations dernier cri, s'équipent pour moitié chez l'une et pour moitié chez l'autre. Puis, lorsque cette clientèle initiale se raréfie et que les clients normaux veulent, eux, acquérir le produit, ils sont alors perdus. Ils ne savent pas laquelle des deux technologies sera l'avenir la plus répandue. C'est logique. Alors, ils attendent pour voir si l'une des deux entreprises l'emporte sur l'autre. Mais à force d'attendre et d'être frileux, brutalement, quelques semaines seulement après le lancement du produit, le marché s'effondre. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Bonjour. Bonjour. Alors, ce scénario semble surprenant et pourtant, il se produit bien plus souvent qu'on ne le pense. Alors, il est surprenant, parce que par rapport à ce que vous avez dit, les early adopters, heureusement, très souvent, vont sur une des offres. Et ça va amorcer la pompe et le marché va suivre ce qui se passe avec eux. Je sais pas, par exemple, lorsque Sony, Microsoft ou Nintendo sortent une nouvelle console de jeu, en général, ils repèrent qui peuvent être les early adopters sur les réseaux sociaux et ils vont jusqu'à leur offrir la nouvelle console pour être sûr qu'ils vont avoir un buzz positif et comme ça amorcer la pompe qui fera que le client normal, suivra leur exemple. Parce que le client normal, il faut voir qu'il s'est fait avoir plein de fois historiquement. Quand il était tout jeune, il s'est acheté un magnétoscope Betamax au lieu de VHS. Après, il s'est acheté un HD DVD plutôt qu'un Blu-ray. Après, il s'est acheté un téléphone BlackBerry. Il a lui-même s'acheté une Renault Zoé à un moment. Donc à chaque fois, il a choisi le standard qui n'était pas celui qui allait s'imposer. Toute la liste des produits qu'il fallait pas acquérir, en fait. En tout cas, ceux qui ne sont pas imposés sur le marché en tant que standard. Et donc, pour pas courir ce risque-là, il attend. Pourquoi c'est important d'ailleurs de choisir un produit qui va être un standard ? Parce que les standards techniques, c'est comme les boîtes de nuit. C'est-à-dire que personne veut aller dans une boîte de nuit où il y a personne, et tout le monde veut aller dans une boîte de nuit où il y a du monde. Si vous êtes la seule à avoir un téléphone, il sert à rien. Il faut qu'il y en ait d'autres qui s'en occupent aussi, qui s'en équipent aussi. C'est ce qu'on appelle les effets de réseau. Et donc, il est de loin préférable de choisir une technologie qui est déjà répandue plutôt qu'une qui même éventuellement serait meilleure, mais que personne veut acheter. Ah oui. Et donc, je rappelle quand même, sans être méchant avec personne, que le MS-DOS, le bon vieux système d'exploitation très antédiluvien de Microsoft, est sorti seulement 3 ans avant le premier système d'exploitation du Mac d'Apple. Il était franchement très dépassé par rapport à celui-là. Et pourtant, 95% des clients ont choisi celui qui était dépassé. Parce que c'était celui que les autres avaient choisi aussi. Et donc, ça crédibilisait le choix, même si la performance était meilleure. Et donc, un chicken game, donc une poule mouillée. Oui, parce que du coup, c'est ce qu'on appelle le chicken game en théorie des jeux, ou le jeu de la poule mouillée. Alors, pourquoi on appelle ça ainsi, en fait ? Alors, chicken, parce que poule mouillée, quoi. Chicken, quand on traite de quelqu'un de chicken, en anglais, ça veut dire que c'est une poule mouillée. Et en fait, pour visualiser ce que c'est qu'un chicken game, c'est facile. Vous prenez n'importe quel film hollywoodien standard. À un moment dans le film, il va y avoir le gentil et le méchant qui foncent l'un vers l'autre en voiture. Alors ça peut être en avion si c'est un film d'aviateur, ça peut être en vaisseau spatial si c'est un film spatial, peu importe. Et c'est un moment critique dans le scénario, dans la construction du scénario. Parce que si jamais le méchant s'écarte, alors que le gentil et le méchant foncent l'un vers l'autre, ça veut dire que le méchant est un lâche. Et donc il méritera sa punition à la fin du film, ce qui est normal dans le scénario. Si en revanche le méchant ne s'écarte pas, ça veut dire que c'est un psychopathe. Et donc, il méritera sa punition aussi à la fin du film. Donc, dans tous les cas, c'est un ressort de scénario qui est absolument nécessaire. Dans tous les cas, il est perdant. Voilà, c'est normal, c'est le méchant. Et qu'est-ce que ça veut dire dans les affaires, ça ? C'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire une situation terrible où les early adopters se répartissent à 50-50 sur les deux technologies. Et donc, le client normal, il ne sait pas laquelle des deux va l'emporter. Et donc, il attend, il n'achète plus. Et donc, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que les deux entreprises en présence, c'est à celle qui va faire la surenchère, qui va s'avancer le plus, et ils foncent l'un vers l'autre, en espérant que l'autre va s'arrêter. On retrouve l'idée du chicken, donc. Et la seule solution qu'ils ont pour gagner, c'est que l'autre arrête. Mais comment ils poussent l'autre à arrêter, justement ? En dépensant plus. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez dire « Allez, cher client, venez chez moi, tiens, je baisse mes prix de 30%. Mais l'autre en face, il dit « Tiens, moi aussi, je baisse mes prix de 30%. »
Donc, on a fait un pas de plus. Ils sont en train de s'auto-saboter. On a dépensé des millions de plus. Oui, mais on veut que l'autre arrête. Après, tiens, je vais faire une énorme campagne publicitaire. Je vais dépenser des centaines de millions en campagne publicitaire. L'autre aussi, en face, pareil. Et donc, vous dépensez de nouveau beaucoup d'argent. Et au bout d'un moment, vous avez dépensé tellement d'argent dans cette course effrénée que vous ne pouvez plus vous arrêter. Parce que si vous vous arrêtez, non seulement vous avez perdu tout l'argent que vous avez misé, mais en plus, l'autre a gagné. Et ça, c'est le biais de confirmation, en fait. À partir du moment où on s'est lancé dans quelque chose, dans un projet, on peut difficilement reculer parce que... c'est une escalade d'engagement, ça devient une bataille d'ego en plus, et donc c'est pas possible, quoi. On peut pas s'arrêter. Et vous avez des entreprises qui peuvent vraiment courir à la catastrophe comme ça. Et vraiment, ça peut se finir extrêmement mal. Il y a un exemple dans l'électronique grand public qui fait encore trembler un petit peu dans les chaumières. Pourtant, il a près de 20 ans maintenant, peut-être même plus. C'était 2 technologies de reproduction et d'enregistrement numérique du son qui avait été lancé. Il y avait la DCC chez Philips, qui était une cassette audio mais numérique, et le mini-disque absolument chez Sony, qui était une espèce de petit disque CD enregistrable. Et ces 2 technologies ont été lancées au même moment, auprès des mêmes clients, au même prix, pour répondre aux mêmes besoins, mais elles sont absolument pas compatibles. Il y en a une qui est optique et l'autre qui est magnétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric ? Il s'est passé que les early adopters, là pour le coup, se sont répartis à 50-50 sur les 2. On suppose même qu'il y en a qui ont acheté les 2, au cas où. Et donc, quand c'est arrivé au client normal, le client normal a dit, il a demandé au vendeur, laquelle des 2 se vend mieux, parce que je veux pas courir le risque de m'équiper d'un standard qui sera pas le standard définitif. Le vendeur, dans ce cas-là, répond, non, ils se vendent pareil. Et donc, dans ce cas-là, que fait effectivement le client ? Il arrête. Il n'achète pas. Il attend qu'il y en ait un qui gagne. Et donc, il y a eu la surenchère qu'on a décrite tout à l'heure. On dépense de plus en plus d'argent, de plus en plus d'argent, de plus en plus d'argent. Et au bout d'un moment, les 2 acteurs ont dépensé tellement d'argent qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Et là, ça peut être vraiment catastrophique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément dans ce cas-là ? Il se passe une chose qui est un petit peu triste pour les dirigeants. C'est que vous et moi, on est très engagés sur les décisions qu'on a prises soi-même. En revanche, on est beaucoup moins engagés sur les décisions qui ont été prises par nos prédécesseurs. Et donc, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que le conseil d'administration, en l'occurrence là de Philips, a décidé de remplacer le dirigeant qui s'était trop engagé, ça devenait trop dangereux, et l'a remplacé par un autre. Et qui finalement a abandonné ce projet. Est-ce que c'est Philips ou Sony ? C'est Philips. C'est Philips. Donc lui, il a pu se permettre d'arrêter parce que c'était pas son choix à lui, c'était pas la stratégie qu'il avait affichée. Et au contraire, c'était évidemment avec une grande superbe qu'il a pu dire, moi, je ne suis pas comme mon prédécesseur qui s'est laissé embringuer dans cette affaire sans fin. Moi, j'ai le pouvoir d'arrêter. Et donc Sony s'est emparé du marché, mais un marché qui était nul, et donc fallait le faire regrossir de nouveau le marché. Le problème, c'est que dans l'intervalle, les early adopters étaient passés au MP3. Et donc pour Sony, ça n'a pas marché non plus. Oui, parce que quand on se retrouve dans cette situation-là, que faire finalement pour relancer le marché si tout est en stand-by et une frilosité ambiante ? Si vous êtes et si le concurrent s'est retiré, si le concurrent s'est retiré, ça peut marcher s'il n'y a pas une nouvelle technologie qui est apparue, voilà. Mais qu'on se comprenne bien, parce que votre question est intéressante sur ce point-là, je crois, c'est que il ne peut y avoir chicken game qu'à condition qu'il y ait 2 concurrents de même richesse, avec les poches aussi profondes. Si on sait qu'il y en a un qui va s'arrêter avant l'autre, c'est pas un chicken game, on n'a qu'à tenir suffisamment longtemps et l'autre s'arrêtera. En revanche, si les 2 peuvent tenir aussi longtemps, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait pas pourquoi l'autre s'arrêterait avant nous. Et au passage, le chicken game, c'est pas quelque chose qui n'existe que dans les affaires. En politique, ça existe aussi. Il peut y avoir comme ça deux mouvements de décideurs qui ne veulent pas s'arrêter, qui font monter les enchères et qui font tellement monter les enchères qu'au bout d'un moment, ça peut être tout le système qui est en danger. Mais c'est vrai que dans les entreprises, il y a une industrie dans laquelle on retrouve ça de manière assez fréquente, bizarrement, c'est le cinéma. Il y a souvent 2 films qui portent sur le même thème, qui sortent à peu près au même moment. Vous avez un cas précis en tête ? Oui, on a eu historiquement, en France, on a eu 2 films, La guerre des boutons, qui sont sortis à 15 jours d'intervalle. On a eu 2 films sur la vie d'Yves Saint-Laurent. Voilà. Et ce qui se passe, on voit à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire que les droits de quelque chose deviennent libres. Il y a 2 producteurs qui s'emparent du projet chacun de leur côté. Ils apprennent qu'il y en a un autre qui s'en est emparé. Il y a certainement un dîner qui s'organise. Mes chers amis, comprenez bien que je me suis avancé, donc je vous remercierai de vous arrêter. Non, c'est à vous de vous arrêter. Non, c'est à vous. Et hop, ça s'envenime. Et donc, que je fasse des dépenses supplémentaires, que je signe avec Telstar, que j'augmente mon budget, comme ça, l'autre, il va s'arrêter. Ouais, mais moi, je fais pareil. Les enchères montent. Et ils finissent par faire les 2 films. Et sur La guerre des boutons, par exemple, il faut savoir que le seuil de rentabilité, je crois, était à quelque chose comme 2 millions d'entrées. Chacun des films a fait 1 million. Il y aurait eu qu'un seul film leur été rentable. À 2 films, ils ont tous les 2 perdu de l'argent. Oui, bien sûr. Ça rappelle aussi qu'au-delà des courbes, des analyses et des matrices, finalement, la stratégie est une discipline qui est fondamentalement humaine. Bien sûr.
Et ce qui veut dire aussi que l'on peut perdre des milliards par orgueil, par lâcheté ou par manque d'audace. Ou par trop d'audace aussi. Ouais. Les deux marchent aussi. Parce qu'on est trop téméraire, parce qu'on se dit les autres vont arrêter, vous inquiétez pas, on y va, ils vont avec forcément un excès s'arrêter. De confiance. Donc. Ah bah oui. Et donc, je sais pas, je rappelle, c'est certainement un exemple tragique, mais enfin, je rappelle que pendant la guerre de 14, la Première Guerre mondiale, c'est ça ce qui se passait. C'est-à-dire que, en gros, c'était le dernier qui avait des soldats qui allait gagner. Hein. Et quand ça s'est arrêté, on envoyait des jeunes hommes de 16 ans. Il était temps de s'arrêter quand même. Mais on avait creusé, toujours les enchères montaient, et c'était plus possible de s'arrêter. Bah oui, évidemment, derrière, il y a de l'orgueil, évidemment, qu'il y a des êtres humains qui se sont engagés, qui veulent pas se renier, et qui, pour des raisons d'ego, peuvent faire prendre des décisions qui vont engager des milliards et des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Dans tous les cas, la stratégie, c'est un choix, et derrière un choix, il y a toujours des êtres humains. Merci beaucoup, Frédéric Ferry. C'est moi. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Ferry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.